Moi, j'ai plein de copains garçons qui sont allés au Québec et qui reviennent complètement paniqués parce que des filles les ont dragués. Ok. Et en fait, il y a un peu cette impression que... Et nous, on est là, et ils sont là, ah bah, j'avais l'impression d'être un bout de viande. Et on est là, bah, genre, bah nous, c'est tout le temps comme ça. Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amené à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Lors du dernier épisode, j'étais en France, en compagnie de Sonia de l'organisme pour femmes Elles Imaginent. Dans cet épisode, j'étais toujours en France. Nous sommes au mois de janvier 2022 et j'allais à la rencontre d'un organisme LGBTQ+, qui m'a fait part d'autres aspects de la réalité de la France et même de certains autres pays dans le monde face à la violence conjugale. Alors, moi, je suis Louise Delavier. J'ai 30 ans, je travaille en avant-toute depuis maintenant un peu plus de 6 ans, donc ça fait longtemps. Je fais partie des personnes qui étaient là à la fondation, à la création du projet. Donc aujourd'hui, j'ai un titre qui s'appelle responsable des programmes et de la communication. Mais en fait, comme j'étais parmi les premières personnes à travailler dans l'association et à y être salariée, j'ai occupé tous les postes. Ok. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois la création de notre outil de chat, je vais y revenir, les actions de prévention, la création de la structure au global. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est une grande association avec plein de gens dedans, je suis plutôt sur une fonction cadre, une fonction de responsable et avec une spécialisation sur tout ce qui est communication, relations presse, stratégie de faire connaître le chat aux gens, etc. Super. Ce que c'est en avant-toute, donc c'est une association qui a été créée pour répondre à un constat qui était fait par les associations en France, qui était que c'est difficile aujourd'hui, quand tu es une association qui accompagne les victimes de violences, d'atteindre les jeunes. Elles nous ont toutes dit, voilà, nous on sait accompagner les personnes, on sait accompagner les femmes, on sait les mettre en sécurité, etc. Pour autant, on n'arrive pas à capter ce public. Okay. Donc à l'époque, nous on avait moins de 25 ans, et on s'est rendu compte assez vite que effectivement les outils qui existent aujourd'hui dans le social sont pas forcément des outils qui sont adaptés à la jeunesse, ils sont pas adaptés aux choses dont ils et elles font confiance ou qu'ils et elles utilisent. Pour la faire simple, si t'as un problème intime aujourd'hui, est-ce que tu vas prendre ton téléphone et appeler une dame que tu connais pas pour lui dire voilà, je suis pas sûre de, par exemple, comment ça se passe les pratiques sexuelles avec mon copain? Non. Les jeunes n'aiment pas téléphoner, les jeunes ne vont pas forcément taper à la porte d'une association, c'est pas vraiment dans la culture. Pour autant, les jeunes parlent bien des violences, mais ils et elles en parlent sur Internet. C'est ça qu'on a constaté. Effectivement, aujourd'hui, on a plein d'espaces qui sont plus ou moins formels, informels, les réseaux sociaux, les forums, les messageries instantanées, où on va pouvoir évoquer plein de questions et aussi beaucoup de questions intimes. Aujourd'hui, quand on sait pas trop ce qui nous arrive, même niveau santé, sexualité, on demande à Google. Tout le monde a déjà fait ce genre de recherche-là. Et du coup, nous, on a décidé de créer un espace, d'investir le numérique avec toute cette expertise-là, cette expertise du social, de l'accompagnement féministe des personnes qui peuvent vivre des violences, pour pouvoir s'adresser aux jeunes là où ils et elles sont. Ok. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site internet qu'on a appelé commentsem.fr et on a regroupé toutes les choses qu'on avait vues sur internet dessus. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes, elles tapent pas sur Google « Je suis victime de violences sexuelles et psychologiques ». Les jeunes, elles tapent « Mon copain me force », il est trop jaloux, ses pratiques sexuelles me gênent, etc. Donc en fait, même si les sites dédiés aux violences conjugales
sont vues par les jeunes, en fait, comme elles tapent pas les bonnes recherches sur Google, comme elles tapent pas, je suis victime de violence conjugale et qu'elles ne se reconnaissent pas dans cet imaginaire-là, et ben du coup, elles allaient pas arriver sur les bons sites. Donc nous, on a fait en sorte qu'elles arrivent sur notre site, qui fait genre que ça parle du couple, qui fait genre que ça parle de l'amour, parce que c'est ça qu'elles cherchent. Et ensuite, on a fait en sorte dessus de déconstruire tout ce qui va être la stratégie de l'agresseur, toutes les violences, etc., pour qu'elles tombent sur cet endroit-là qui va être bienveillant et adapté. Et dessus, on a mis en chat. Parce qu'on sait qu'elles ont besoin de pouvoir parler avec quelqu'un avec les modes qui leur correspondent. Donc c'est souvent l'écrit. Voilà, le fait de pouvoir taper discrètement sur son téléphone, juste regarder son écran de PC et puis savoir qui va nous répondre. Et ben, c'est quelque chose qui était beaucoup plus adapté pour elles et eux. Et donc, on a créé ce chat qui, en fait, est une pratique qui n'existait pas jusqu'alors en France, de pouvoir accompagner les victimes de violences par chat et qui, pour nous, est complémentaire, justement, des lignes téléphoniques avec lesquelles on travaille aussi. Oui, effectivement. Mais c'est drôle que tu mentionnes justement du côté le chat parce qu'au Québec, ça fait environ 1 an qu'il y a vraiment un chat qui a été mis pour justement les personnes qui auraient des questions parce que justement, je pense que tu l'as très bien nommé, de dire je pose le geste de appeler déjà qu'on n'a pas le réflexe avec nos amis de le faire. Donc, en plus, là, un inconnu ou une inconnue, on appelle pour avoir de l'information, c'est encore plus difficile. Puis parfois, justement, on n'est pas capable d'identifier ce qu'on vit. On veut juste comprendre, est-ce que dans ma situation, dans l'amour que je vis, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis bien ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Donc, vous, c'est ce que j'en comprends, en fait, sur votre site web. Vous avez vraiment tout regroupé, je vais dire comme ça, les pratiques saines de l'amour et les pratiques qui sont moins saines et comprendre, être capable de démystifier tout ça. Exactement. Et cette question d'oraliser, c'est quelque chose on a vu au départ, on s'est dit très bien, ça va correspondre aux jeunes parce que les jeunes effectivement ont du mal à appeler, etc. Et en fait, au fur et à mesure du chat qui existe maintenant depuis un peu plus de 4 ans, on s'est rendu compte qu'on a aussi d'autres publics qui sont attirés par cette question de l'écrit, notamment des personnes qui nous racontent des faits parfois très anciens, qui vont être un peu plus âgés, qui peuvent avoir 40 ans par exemple, et qui vont nous parler par exemple d'inceste ou de relations violentes vécues très jeunes, et qui du coup vont nous dire des choses comme en fait, ça c'est tellement douloureux que je ne peux pas le dire à voix haute. J'ai besoin de le dire par écrit parce que j'ose pas encore, parce que c'est trop dur, parce que là je suis en train de pleurer, parce que on connaît tous ce sentiment de la voix qui se bloque parce qu'on est ému. Et ben c'est ça. Et donc on arrive à avoir aussi ce public-là qu'on s'attendait pas forcément au départ. Et aussi, ça a été tout notre travail des dernières années, on l'a rendu accessible aux personnes qui sont en situation de handicap. Et on a beaucoup de personnes autistes par exemple qui viennent sur le chat et qui nous disent merci parce que pour moi l'oral c'est compliqué. Donc le fait d'écrire c'est plus simple. C'est une manière qui me correspond mieux. Et donc on essaye d'aujourd'hui de travailler à développer encore plus tout ça. On sait répondre aussi en plusieurs langues. On a une équipe qui est polyglotte, mais on cherche aussi à, pourquoi pas, développer des réponses avec des pictogrammes, avec des dessins, enfin des choses qui puissent aussi être encore plus accessibles pour les personnes, par exemple, qui sauraient pas bien lire ou qui sont encore plus jeunes ou voilà. Wow, c'est génial ça. Puis tout à l'heure, tu me disais que vous étiez 23 dans l'équipe? Oui. Donc, un petit peu, si tu parles un petit peu plus, parce que tu me parles qu'il y a c'est polyglotte. Donc, de quelle façon est-ce que votre équipe, elle est bâtie? J'en comprends que c'est d'avoir des forces complémentaires, mais à la base, est-ce que c'est des personnes qui ont tous à peu près le même bagage? Qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là? Alors, au niveau de l'équipe de chat, c'est une équipe de 8 personnes. Qui sont donc des femmes et des personnes non binaires, pour l'instant, et un homme qui est le responsable, qui est aussi le co-créateur de l'association. Et en fait, on a choisi de créer l'équipe la plus multidisciplinaire possible. On a globalement des personnes jeunes aussi pour que ça puisse ressembler à notre public. Des personnes qui vont venir des champs un peu psychosociaux comme la psychologie, assistante sociale, éducatrice, éducateur spécialisé, mais aussi des personnes qui ont un rapport particulier à l'écrit. C'est-à-dire que, par exemple, une des premières personnes qu'on a embauchées, c'était une écrivaine aussi. En plus de son bagage social, parce que on a un rapport au dire et aux subtilités en fait que nécessite l'écrit. Par exemple, on sait que parfois les personnes un peu plus âgées qui vont répondre en caps lock par message, ça donne l'impression qu'on crie, tout ça. Nous, on a besoin de personnes qui ont aussi la sensibilité de savoir où placer la virgule, où placer l'emoji, où placer la ponctuation pour que ça fasse en fait un cadre rassurant que beaucoup de gens savent faire par la voix, mais pas forcément à l'écrit. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a aussi une équipe, donc ça c'est une partie de l'équipe. On a aussi une équipe de prévention.
qui va agir donc en amont, on espère en amont des violences, et qui du coup se déplace en milieu scolaire, parfois en milieu associatif, enfin en festival, partout là où il y a des jeunes et où c'est possible, pour pouvoir en fait déconstruire avec des outils d'éducation populaire tout ce qui va créer le terreau des violences. Donc parler d'égalité entre les filles et les garçons, pouvoir parler de relations, de ce que c'est l'amour sain, la confiance, qu'est-ce que ça fait, je sais pas, par exemple de regarder dans le téléphone de l'autre, est-ce que c'est une marque de confiance, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc ça va être directement sur le terrain, c'est plus forcément sur Internet. On a une partie comme ça. Et comme tout ça, ça coûte très cher, parce qu'on est une association professionnelle, donc que avec des personnes salariées, et c'est important aussi pour nous de pas fonctionner avec des bénévoles, mais vraiment de valoriser ce travail social-là. On a toute une équipe support, une équipe de développement, qui va faire par exemple de la collecte, des appels à projets, enfin qui va faire en sorte que la structure soit pérenne, aussi parce que c'est pour nous une responsabilité d'avoir quelque chose qui tienne dans le temps, et pas de laisser tomber les victimes en fermant le service parce que d'un coup il y a plus personne. Voilà, exactement. Wow, oui, parce que ça c'est tout un défi. Je connais pas tout à fait comment est-ce que ça fonctionne la structure en France, mais habituellement justement quand c'est milieu communautaire, je sais qu'on rencontre cette problématique-là au Québec, le manque de personnel et la difficulté de fournir à la demande. De votre côté, est-ce que c'est un défi que vous rencontrez aussi, la difficulté de fournir à la demande? Complètement. Complètement. En France, ce genre de service est généralement financé par l'État. Okay. Il y a un petit peu cette problématique d'État fort qui va financer quasiment en totalité les structures. Pour autant, nous, on a choisi de faire l'inverse de ça quand on s'est créé, parce que on est dans un contexte où les budgets dédiés au social et notamment aux droits des femmes étaient beaucoup plus bas qu'avant. Donc, nous, on a choisi au départ de se tourner vers le privé. Et donc, d'aller chercher des financements. Donc, nous, on a un système d'entreprises qui ont des fondations, un petit peu aux États-Unis, je crois qu'il y a ça aussi, peut-être au Canada, des charities, des choses comme ça. Enfin, voilà, où il va y avoir des fondations. Qui vont fonctionner par appel à projet. Donc ils disent voilà, cette année nous souhaitons financer, je sais pas, des dispositifs pour accompagner les jeunes femmes par exemple. Là pour nous c'est bingo, on dit d'accord, on candidate, on remplit le budget et puis ils nous répondent oui ou non, ils nous donnent des sous. Ça c'est un fonctionnement qui peut avoir ses limites parce que souvent ils vont financer un projet en particulier. Par exemple, je sais pas, un an de formation dans des collèges par exemple, mais le truc c'est que nous on a besoin d'avoir quelque chose qui soit pérenne parce que le chat ne s'arrête jamais, donc on a besoin de financement plus sur le long terme. Donc au départ on avait plutôt des fondations d'entreprise, on a des dispositifs publics aussi, donc par exemple la région qui finance, aujourd'hui on a l'État aussi qui finance une partie. Et puis ensuite on a aussi des entreprises qui, sans passer par les fondations, financent à travers des projets spécifiques. Nous par exemple on a Yves Saint Laurent Beauté qui finance une partie, mais ça c'est assez rare dans le milieu associatif français. Nous, on a essayé de diversifier en fait au maximum nos sources de financement parce que c'est beaucoup d'argent de pouvoir payer 23 personnes et que du coup c'est plus sûr pour nous de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais bien de pouvoir diversifier. Ça permet aussi la pérennisation de l'outil. Surtout si vous êtes associé avec une entreprise qui justement ça fait partie de leur mission sur le long terme, donc ça vous assure d'avoir un certain partenariat d'une certaine façon sur le long terme, à dire oui, on continue d'encourager votre mission et moins de risques que l'État dise finalement cette année c'est pas vous qu'on va vous donner des sous pour continuer votre mission. Oui, exactement. Parce que les États, ils changent. Là, on va avoir une année d'élection présidentielle et on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, c'est vrai. donc c'est important et c'est bien. Après, voilà, les aléas politiques sont ce qu'ils sont. Et voilà. Puis au début, tu mentionnais que justement, vous êtes aussi plus national dans votre mission, dans votre façon de fournir un service. Oui. De quelle façon ça se concrétise de ce côté-là? Nos bureaux, ils sont à Paris. Donc l'équipe aujourd'hui est à Paris. On a quelques personnes qu'on a embauchées pendant le confinement, donc qui sont délocalisées, qui habitent ailleurs, mais qui viennent de temps en temps à Paris. Et en fait, le chat, il est créé pour répondre aux personnes de toute la France à la base. Donc en fait, l'idée c'est que justement, on peut nous contacter de n'importe où. Même dans un endroit paumé à la campagne, je sais pas, où il y a rien, il y a pas de structure, etc. Au moins il y a le chat où elles et ils peuvent venir pour discuter, pour avoir au moins un début de solution. Après voilà, on les aide à trouver les ressources pour pouvoir sortir des violences. Après ce qu'on a constaté, c'est que donc on a la France hexagonale, on a aussi la France d'outre-mer. Donc des personnes qui viennent avec cette problématique du décalage horaire, et on est en train justement là pour cette année, un de nos travaux c'est aussi de pouvoir aller travailler justement dans ces territoires spécifiquement pour avoir des associations relais, que c'est moins facile de rencontrer au quotidien parce que
parce que c'est pas les plus horaires, c'est très loin, il faut prendre l'avion, etc. Et en fait, on a constaté qu'on a aussi, et ça c'est depuis le début, des personnes qui viennent de toute la francophonie. D'abord nos voisins directs, la Belgique, la Suisse, tout de suite on en a eu, et des personnes qui nous disaient, nous on aimerait bien aussi dans notre pays avoir des outils comme ça, de chat pour pouvoir parler, avoir besoin. Et puis on a des personnes qui viennent d'Afrique francophone, on a des personnes qui viennent en anglais. En fait, on a des personnes qui viennent du monde entier. Parce que ce besoin de parler à l'écrit est fort en fait. Oui, très très fort. Oui, voilà. Wow, c'est vraiment spécial. Je trouve ça super intéressant de justement voir à quel point l'écrit vous a vraiment permis d'aller chercher des personnes de partout qui normalement n'auraient pas nécessairement parlé, qui se seraient pas poser nécessairement la question à dire à qui je peux parler. Moi, j'ai une question aussi parce que je suis quand même très active à comprendre un peu plus la situation, autant à travers le Québec. Je me suis informée aussi à voir comment ça se passait du côté de la France. Et j'ai vu passer notamment, il y a certains groupes Facebook qui existent de soutien. Je sais pas de quelle phase. Puis je sais qu'il y a beaucoup de questions, entre autres, du côté légal, à savoir qu'est-ce qui se passe. Certaines sont dans des démarches aussi à dire avec l'État pour avoir la garde des enfants, comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça, notamment, vous êtes en mesure de fournir des ressources du côté des personnes qui vous contactent? Ah oui, bien sûr. Le cas quand on accompagne une personne qui vit des violences conjugales, il faut être capable d'identifier un petit peu tous les points dont elle va avoir besoin, et ces points sont très nombreux. Il peut y avoir des besoins au niveau juridique. Je sais pas, je veux porter plainte, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on capte les personnes tout au début. Okay. Ça, c'est important, c'est que en fait, comme on a créé notre site en disant t'as des problèmes de couple, viens en parler, on a plein de gens qui sont jeunes et qui ne savent pas que ce qu'ils et elles vivent sont des violences. Mais en fait, 99% du temps, c'est ça, ce sont vraiment des violences. Donc, c'est pas forcément des gens qui viennent avec des questions déjà prêtes de c'est quoi l'article 222-2 du code pénal. C'est des gens qui viennent avec ok, c'est quoi l'étape 2 maintenant que j'ai compris que l'étape 1 c'était je vis des violences. Donc on doit pouvoir connaître en fait cet éventail que les personnes peuvent déployer pour quand il y a des violences. Donc il y a effectivement cet aspect juridique. On est capable de répondre à des questions comme le viol c'est interdit, comment ça qualifie les violences, etc. Pour autant on n'est pas des juristes nous-mêmes. Ou alors on a des formations annexes, etc. Donc notre travail, c'est aussi justement de pouvoir renvoyer vers ces professionnels-là. Et nous, on a tout un réseau d'associations en France où on sait qu'on peut renvoyer et que les personnes vont être reçues. Donc il y a le côté juridique, il y a le côté psy, il y a la police. Il y a le côté accompagnement social, comment on trouve un logement, comment on continue les études quand on a arrêté, comment on retrouve un emploi, qu'est-ce qui se passe par exemple pour une procédure de divorce, est-ce que j'ai besoin d'un avocat, voilà, toutes ces questions-là, nous on a tout un réseau de professionnels qui savent y répondre et à qui on peut s'adresser pour que la personne soit accompagnée de manière plus spécifique. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le chat, il est anonyme, il est gratuit. Donc en fait, c'est aussi comme ça qu'on arrive à capter, c'est que si jamais on disait coucou, faut rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance, son genre, etc., personne ne viendrait nous poser les questions. Nous, on vient en disant vous pouvez nous donner un prénom, un pseudo, un numéro de département et c'est tout. Donc les personnes viennent en amenant en fait avec ce côté caché aussi, et c'est ça qui fait que la première parole peut se libérer. C'est justement qu'on peut y aller, si on n'ose pas trop, on se déconnecte, on se casse, on s'en fout. Enfin, il y a pas de, c'est pas grave. Et ça permet à des gens d'avoir ce premier contact qui est hyper important. Ça n'engage pas. Alors que quand on prend le téléphone et qu'on appelle, il y a la voix, on a tout de suite l'impression que c'est un peu moins anonyme. Du coup, si les personnes veulent un accompagnement, quand elles ont besoin d'un accompagnement qui va être plus complet, nous on va les rediriger justement vers ces structures dont je parlais au départ et qui savent très bien accompagner les personnes, mais qui n'arrivent pas forcément à capter ce public. Et ben nous justement on se fait le renvoi justement de ces personnes vers ces structures-là. L'idée c'était de ce maillon, voilà. Donc vous devenez une courroie de transmission. Voilà, exactement. Ah, c'est cool ça. C'est vraiment super intéressant. Et je suis un petit peu curieuse parce que dans le fond vous vous qualifiez comme étant plus un organisme féministe. Oui. Et depuis le début de la conversation, je t'entends parler de il, elle. Je suis un petit peu curieuse de voir parce que j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a eu une certaine évolution dans comment ça s'est traduit dans votre mission. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y en est. Oui, tout à fait. Si j'utilise ces pronoms-là, c'est parce qu'en fait, l'héritage aujourd'hui en France duquel on dépend, c'est vraiment un héritage femmes victimes de violences. Donc c'est aussi comme ça que ça a commencé. Après, étant donné le public qu'on capte, on s'est rendu compte qu'en fait, on a beaucoup de personnes LGBTQIA+, qui viennent aussi, qui vivent aussi des violences et qui du coup sont de genres divers.
Donc, en grande majorité, ce sont des femmes cisgenres, mais on a aussi des personnes non-binaires, on a aussi des hommes transgenres, on a aussi des hommes qui sont dans des couples gays, par exemple. Et on en a de plus en plus. Et c'est aussi un public qui, pour nous, est important d'accompagner parce qu'en France, il y a aujourd'hui très peu de structures qui s'intéressent aux violences conjugales dans les couples LGBT. Ok. Il y en a très très peu. Donc, voire, en vrai, j'en connais pas. Donc c'est les associations en général qui sont plus spécialisées sur les questions LGBT qui vont parfois aider ces personnes-là, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe pas encore et nous on tient aussi à cette inclusion parce que ça nous permet aussi d'atteindre des gens qui ont aujourd'hui peu d'endroits, et aussi parce que sur notre site on essaye aussi, comme on parle de problèmes de couple et d'avoir des gens qui viennent se confier au moindre doute, on a aussi des jeunes garçons qui sont dans des couples hétéros et qui viennent nous voir en disant en fait j'ai lu ça et j'ai compris que c'était peut-être un comportement violent que j'avais et donc j'ai besoin d'en parler. Et ça c'est super parce que c'est comme faire de la prévention pour nous. On a des gens qui sont jeunes et qui se questionnent aujourd'hui sur les mécanismes de genre qui se mettent en place et qui peuvent être violents. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, pouvoir capter ce public, même si c'est assez différent d'accompagner une victime. Puis je suis curieuse un petit peu parce que dans le fond, vous êtes les deux fondateurs, ce que j'en ai compris, c'est un homme et une femme qui ont fondé l'association. De quelle façon est-ce que ça a été, qu'il y a eu l'idée qui a germé, puis ils sont pas super à l'aise là, si ça rentre trop dans le personnel, j'ai pas de problème. Non, pas de souci. Non, pas de souci. Donc effectivement, c'est Thomas Humbert et Inaé Benaban qui ont eu l'idée première d'En Avant Toutes. Au départ, à vrai dire, c'était un tout autre projet qui devait avoir lieu au Brésil, dont est originaire Inaé, et qui était un petit peu sur la même éthique, qui était aussi de pouvoir accompagner les personnes qui vivent des violences, etc. Bon, après, pour plein de raisons pratiques, parce que les deux, en fait, habitaient en France, ça s'est relocalisé en France. C'est là qu'il y a eu ce diagnostic de terrain qui a été fait d'aller voir les associations et de dire coucou, c'est quoi vos manques, et que tout le monde nous a dit les jeunes. Moi, c'est à ce moment-là que je suis arrivée. Donc c'était vraiment au moment aussi de cette reconsidération du projet. Mais l'idée c'était que nous on était jeunes, on avait envie d'agir sur la question des violences, et en fait on s'est rendu compte que dans notre entourage tout le monde avait vécu des violences. Il y avait quand même quelque chose d'extrêmement fort, et dès qu'on a commencé à travailler dessus, dès qu'on a commencé à être identifié dans nos groupes d'amis, franchement ça remonte un petit peu maintenant, moi j'ai 30 ans, j'avais 24 ans, c'était bizarre. C'était avant MeToo, c'était bizarre d'être féministe en soirée. Il y avait quand même quelque chose, un petit peu une défiance. Il y avait, en tout cas en France, c'était un petit peu encore un gros mot à l'époque. Donc on passait un peu toutes nos soirées à débattre des fémènes avec tous les garçons de la pièce. Et en fait, quand on a commencé à être identifiés comme des personnes un petit peu ressources sur la question des violences sexuelles, on n'a plus pu passer une soirée sans qu'on nous raconte un viol. C'est-à-dire que la parole, elle s'est hyper libérée. Et d'un coup, on voit que quand il y a des interlocuteurs, quand il y a des espaces qui s'ouvrent, les gens racontent des choses sur les violences. Donc, le côté systémique comme ça nous a fait un peu flipper. Et du coup, nous a aussi conforté dans cette nécessité d'avoir un accompagnement aussi de jeunes qui parlent aux jeunes. Oui, parce que des fois, ça peut être un peu particulier de dire, mais c'est une personne qui est plus âgée, elle comprend pas ma réalité, elle a pas vécu ce que c'est, justement, avec la question des réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, tout l'avènement, justement, de tout ce qui est numérique, ça fait que les violences, j'imagine, ça se traduit d'une manière très différente aussi. Absolument. En fait, nous, on a essayé d'analyser aussi ce qui était peut-être ces spécificités que pouvaient vivre les jeunes, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les jeunes vivent des violences exactement comme leurs aînés, exactement comme les femmes il y a 200 ans, 300 ans, 1000 ans. Enfin, en fait, c'est des choses qui se répètent. Pour autant, on voit qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui changent un petit peu, justement parce qu'il y a ce côté cyber. Et en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a le côté de la viralité qui peut rendre en fait une menace, par exemple, de diffusion de photos intimes beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus grave. Il y a tous ces empêchements, par exemple, ce qu'on appelle les violences économiques, le fait d'avoir la main mise sur les ressources du conjoint. Il y a par exemple des conjoints violents qui vont voler les codes des organismes sociaux, qui versent des bourses ou qui versent de l'argent. Donc il va y avoir tout ça qui va être compliqué, le fait de passer par l'espace internet pour changer des choses sur la banque, retirer des accès. Tout ça, c'est quelque chose qu'on voit très fort. Le fait de tout le temps envoyer des menaces parce qu'il y a les messages et qu'en fait, on n'éteint pas son téléphone. De toute façon, on peut pas juste décrocher son téléphone comme on faisait avant et le laisser comme ça pour que ça sonne occupé. Ça, c'est quelque chose qui est plus vraiment possible. Donc, il y a en fait un aspect comme ça beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Et aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour les jeunes, c'est parfois difficile de parler de ça avec des personnes plus âgées parce que y a une espèce de méfiance.
de la part des adultes sur les réseaux sociaux. Notamment, nous on voit dans le personnel éducatif parfois des gens qui disent oui, les jeunes ils font n'importe quoi sur TikTok, et puis c'est quoi Snapchat, et puis comment ça se fait. Donc en fait, elles et ils se sentent très jugés sur leur pratique, et donc c'est plus difficile d'aller en parler avec des interlocuteurs et interlocutrices de confiance. Quelqu'un, dans le fond, qui connaisse un peu moins leur réalité aussi, j'imagine, dans ce contexte-là. Et qui va avoir parfois un peu peur et qui va plus juger. Enfin, comme on remarque qu'il y a beaucoup d'adultes qui vont, par exemple, juger les comportements sexuels des filles qui sont jeunes. On se rend compte que celles qui ont 16 ans et qui couchent, par exemple, elles sont plus jugées que celles qui ont 30 ans et qui couchent, et du coup elles sentent en fait que cette réprobation parfois involontaire des adultes, mais ça fait que ça participe du fait qu'elles sont invisibilisées et moins bien prises en charge. Puis du côté, j'aime bien qu'on en parle justement de ce côté-là, la question d'être jugé. Tantôt tu me parlais justement qu'il y avait la question de faire de la prévention. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les écoles, mais quel type de comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain, toutes ces préventions-là, justement? Oui. Nous, on vient pas du tout dans les collèges. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un collège, mais on décline ce format dans plein d'endroits. On vient pas dans un collège en disant coucou les jeunes, on vient parler féminisme. Pas du tout. Nous, on vient en disant ok, nous, on vient parler de relations entre les filles et les garçons, par exemple, et on est là pour écouter votre avis et voir ce que vous pouvez en dire. Ok. Voilà, donc on vient avec une posture très neutre comme ça, parce que l'idée en fait c'est vraiment d'avoir de libérer toute la parole, qu'il et elle disent les trucs les plus sexistes possibles, tout ce qu'il et elle pense. Enfin vraiment c'est on n'est vraiment pas là, on veut pas du tout qu'il et elle disent ce qu'on veut entendre. Okay. On veut qu'elle dise ce qu'il et elle pense, parce qu'après ce qu'on peut faire c'est justement déconstruire. Donc on y va, on pose un cadre pour que la parole elle soit bienveillante. Voilà, on se moque pas, on écoute jusqu'au bout, on dit je pense que et pas tout le monde pense que. On a un peu des règles de confidentialité aussi. On répète pas à l'établissement qui a dit quoi, etc. pour que vraiment il y ait une liberté de parole qui se fasse au niveau des jeunes. Ensuite on les sépare en non-mixité. Ok. Garçons d'un côté, filles de l'autre. S'il y a des personnes qui s'identifient, par exemple, à d'autres genres, on les laisse aller ce qu'ils préfèrent. Et ensuite, ce qu'on dit, c'est que on liste des mots. On va dire, voilà, on va faire, c'est quoi pour vous les relations filles-garçons? Donc là, ils sont en 5e et tout, ils prennent le feutre et ils écrivent sur le panneau, par exemple, amitié, amour, sexe, mariage, enfin tout ce qu'ils veulent. Et l'idée ensuite c'est qu'on discute de ces termes-là, et en fait il y a pas deux séances qui se ressemblent, parce que l'idée c'est vraiment de partir de leurs paroles pour dire ah bon, mais ça vient d'où, ça comment ça se fait, ça est-ce que tout le monde est d'accord, avec une posture comme ça très horizontale en fait, très presque j'ai envie de dire naïve parfois, mais qu'est-ce que ça veut dire butch, qu'est-ce que ça veut dire ce que t'es en train de dire michto, enfin qu'est-ce que c'est ces mots, comment on les définit et qu'est-ce que ça sous-entend derrière. Et l'idée ensuite ça va être de déconstruire donc les représentations pour qu'en fait ils se posent des questions et qu'ils voient si c'est juste ou pas, et enfin c'est vraiment l'idée de faire un petit peu germer les graines de l'égalité. Après la non-mixité, on fait un petit compte rendu et on se retrouve en classe entière et on débat tous et toutes ensemble. Ok. Voilà, en gros c'est ça, une séance. On essaie d'en faire 3. Sur la deuxième, on fait pareil, mais on prend des petites histoires qui peuvent se passer au collège. Par exemple, je sais pas, Nicolas tombe en jouant au foot et puis il pleure et ses copains se moquent de lui. Bon, on prend un truc comme ça et ça nous permet de questionner des normes ou d'autres histoires en fonction de ce qui a émergé. Et dans la 3e séance, on fait du théâtre forum. Ok. C'est-à-dire, c'est un mode de théâtre qui a été créé en Amérique latine à la base, où en fait l'idée c'est de faire participer le public sur des situations du quotidien. Et donc on reprend les petites situations qu'on a fait en séance 2, on les joue ensemble, et ensuite quand il y a un personnage qui est en difficulté, les élèves qui jouent pas peuvent lever la main, proposer des choses, venir jouer. Et en fait l'idée c'est que on puisse trouver des solutions qui sont non violentes et qui sont réalistes, et que si ça se passe quand il et elle sortent de la classe, et ben ça y est, ils peuvent réagir. Ils ont déjà testé en fait, ils ont déjà été mis en situation. Donc voilà, on fait ça sur 3 séances de 2 heures quand on peut. Puis voilà, si l'établissement peut pas, on réduit, on s'adapte. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est vraiment pas de venir avec une posture descendante de maintenant je vais vous faire la formation, ça va durer une demi-heure et puis à la fin vous rendez un truc. C'est vraiment d'amener un espace d'esprit critique sur ces questions-là, qui sont des questions parfois qui sont pas vraiment pensées. Et en fait, on se rend compte que dans le système éducatif français, il y a peu d'espace. Il n'y a même pas trop d'espace où on pense les relations saines. Pour nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a encore des violences conjugales aujourd'hui. C'est qu'il n'y a aucun endroit où on dit « Ok, maintenant on va parler de ses émotions et de comment on fait pour dire tranquillement à quelqu'un que
que t'es pas d'accord. Voilà, exactement. Oh wow. Et c'est vraiment spécial. En fait, ça me fascine d'entendre justement ce que tu me racontes de la réalité, parce que c'est un peu ce que j'avais compris, c'est que les relations finalement qui sont violentes, ils sont tellement répandus partout, qu'on soit au Canada, en Europe, qu'on soit, tu sais, peu importe où est-ce qu'on est, c'est des réalités qui se retrouvent un peu partout. Oui. Puis la difficulté, je trouve, et le défi, c'est justement de prendre les points positifs de un et de l'autre et de les amener à construire quelque chose. Parce que justement, vous, le chat, ça fait quand même plusieurs années déjà que ça existe. Du côté, comme je te disais tout à l'heure au début, au Québec, ça fait environ 1 an qu'ils ont un service de chat. Et la difficulté aussi, justement, avec tous les sites web, d'essayer de se retrouver à dire qu'est-ce que je dois trouver comme information, où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, j'ai de la difficulté à y mettre les mots. Donc, c'est quelque chose qui devient très, très difficile, et très rapidement, quand une personne a des questions, une problématique reliée à sa relation de couple qui est très émotionnelle, c'est plus de l'émotion que du rationnel, souvent, quand on se pose ce type de questions-là. Donc, rapidement, on a de la difficulté à identifier et on fait une recherche, mais on sera pas capable nécessairement de trouver l'information qu'on a besoin non plus, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis j'imagine de votre côté, je crois que vous êtes sur Instagram. Oui. Vous êtes aussi Facebook, Twitter, je crois. Oui. Les réseaux un peu. Est-ce que vous êtes sur TikTok aussi? Oui. Donc, de quelle façon? En fait, j'imagine que vous avez comme une équipe qui crée du contenu un peu plus... Oui. adapté de ce côté-là. Effectivement, nous on s'est rendu compte que faire une campagne d'affichage dans les collèges, c'est pas forcément ça qui va amener les jeunes à s'y intéresser. Surtout en situation de pandémie. Tout à fait, absolument. Voilà, il y a l'idée d'utiliser les moyens qui leur correspondent. Et donc, au départ, voilà, on avait ouvert une page Facebook, on a vite ouvert un compte Twitter et puis Instagram. Et on s'est rendu compte qu'on captait plein de gens comme ça. Parce que nous, l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher les gens qui sont d'accord avec nous. Il y a aussi toute cette histoire d'image, parce que typiquement les jeunes qui se disent, si jamais on met un tampon gouvernement sur notre truc, les jeunes ne veulent pas y aller. Il y a toute cette idée de méfiance de l'institution aussi. Donc ça, c'est tout le travail un peu de communication, de comment aller chercher les jeunes. On s'est dit, on va créer un compte TikTok par exemple, où il y a que des questions justement on utilise toutes les trends qui sont en ce moment, où on va justement essayer de capter les publics avec avec le langage qui leur ressemble, et pas d'une manière qui va être trop institutionnelle, trop hors sol. Donc on a décidé de créer ces espaces-là, et ça marche. On a plein de gens qui viennent sur le chat justement parce que il y a eu une publication sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu un TikTok, et c'est quelque chose qui est important pour nous aussi d'utiliser ça. En plus, c'est des espaces de création incroyables. Oui, vraiment. Donc, et de ce côté-là, j'imagine, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez difficile de vous retrouver dans une posture que oui, c'est l'État d'une certaine façon, mais d'atteindre les jeunes, de dire on veut se dissocier de l'État dans notre façon de faire les choses? Est-ce que c'est quand même des défis qui sont assez prenants et difficiles à concrétiser au jour le jour? En fait, c'est un peu notre valeur ajoutée. OK. C'est-à-dire que l'État, on leur dit, il faut nous soutenir parce que on atteint des publics que vous n'atteignez pas. Justement parce qu'on n'a pas cette image. Et c'est quelque chose qui est très bien entendu aujourd'hui. De la part, par exemple, du gouvernement. Et heureusement. Mais il y a cette idée, justement, de travailler avec les institutions pour pérenniser la structure, faire en sorte que ça soit quelque chose qui dure, qui soit stable, qui soit aussi soutenu. Symboliquement, c'est aussi important de se dire que l'État soutient les jeunes. Je sais pas, c'est quand même un geste assez fort. Pour autant, il y a cette idée qu'on ne dépend pas du gouvernement sur plein de choses, et qu'on souhaite continuer à faire les choses à notre manière, et que maintenant il faut nous faire confiance. C'est aussi ça, je trouve, l'intérêt de l'associatif en France. Je pense que c'est la culture associative vient de là. On peut avoir des subventions, on peut être soutenu, mais on a cette grande liberté qu'on espère cultiver, parce que nous sommes des expertes de ce sujet. On est des rares, on fait partie des rares expertes sur la question des jeunes et des violences conjugales, et du coup c'est à elles de nous soutenir et de nous faire confiance. On le voit un peu dans ce sens-là. Puis ce que j'en comprends aussi, c'est que vous êtes centralisés, donc vous êtes pas c'est pas plusieurs petites associations qui finalement est une association, ils vont bien qu'on se perd, ils savent, c'est vous qu'on contacte directement quand quelqu'un a une question, une problématique, ils peuvent facilement vous cibler à dire c'est eux, et eux vont pouvoir me rediriger vers les autres ressources. Par curiosité un petit peu, justement, les types de ressources qui sont souvent déployées ou que souvent les gens vont avoir besoin, qu'est-ce que ça peut être un peu
Oui. Alors, nous, on fait partie d'un réseau en France qui s'appelle la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe à peu près 70 associations en France qui sont spécialisées sur la question de l'accompagnement des violences conjugales. Ok, waouh, c'est beaucoup. Ouais. Et du coup, elles sont basées partout en France, elles font des permanences, elles font de l'accueil, elles font des choses comme ça. Et nous, on a décidé d'intégrer ce réseau, qui nous acceptait, même si on n'avait pas de structure physique, justement parce que nous, on peut rediriger en priorité les jeunes vers ces endroits-là, et c'est très important pour nous parce que quand on redirige des gens de toute la France, voire de l'international, on ne sait pas individuellement si les endroits où on les redirige sont bien. On n'a pas envie de les envoyer dans des endroits qui marchent pas, etc. Donc là, au moins, on est sûr. Donc en priorité, on renvoie là-bas. Après, on s'adapte aux besoins. Donc ça va être les demandes, ça va être aussi, par exemple, des accompagnements psy. Donc là, on va aider la personne à chercher en fonction de son territoire. Parfois, on téléphone aux structures directement pendant qu'on est en conversation, en demandant un peu, voilà, si le besoin de madame ou de monsieur, c'est ça, est-ce que vous pouvez y répondre? On s'en assure aussi en tant que professionnel et on crée ce réseau comme ça. Parfois, on prévient, on dit voilà, il y a une jeune qui va venir, elle a un peu peur, accueillez-la bien. Enfin, on peut aussi faire des choses comme ça. Et parfois, voilà, en fonction des besoins, il va y avoir des choses un peu plus particulières. Ça peut être des gens qui ont besoin d'avoir accès, je sais pas, à un foyer jeune travailleur ou qui vont avoir besoin d'être accompagnés sur les études. Alors, on va appeler le service de la mairie. Enfin, vraiment, c'est aussi parfois du cas par cas. Et c'est à nous d'être aussi bons et bonnes en recherche et de bien connaître tous les dispositifs qui existent et qu'on enrichit aussi au fur et à mesure. C'est aussi pour ça qu'on a une équipe multidisciplinaire. C'est pour avoir des gens qui ont plein d'idées pour correspondre au mieux à ce que les gens demandent, en fait. Puis du côté, justement, tu parlais de l'aide psychologique. Est-ce que c'est des ressources qui sont difficiles à avoir en France, en règle générale? Si quelqu'un a un besoin psychologique, est-ce qu'habituellement c'est assez rapide d'avoir accès à ces ressources-là ou c'est difficile? Alors, ça dépend si c'est gratuit ou pas. OK. Parce qu'aujourd'hui, donc nous en France, on a des psychologues qui agissent en libéral, c'est-à-dire on peut prendre rendez-vous, il y en a qui prennent des nouveaux patients, il y en a qui le font pas, voilà. Donc si on est prêt à mettre 50-60 € dans sa séance, on peut prendre rendez-vous avec ces personnes-là et je vais dire c'est relativement facile. Après, il y a aussi des systèmes gratuits et qui sont très bien aussi, mais qui pour le coup sont surchargés. Et donc pour avoir accès aujourd'hui à des ressources psy pour les jeunes, les étudiants, les étudiantes, etc., c'est possible, mais pour le coup, ça prend beaucoup plus longtemps. On peut parfois attendre 2 mois, 3 mois avant d'avoir un rendez-vous et que voilà, quand on est en souffrance psychologique, c'est compliqué. Oui, ça devient difficile. Puis j'imagine qu'il y a quand même des ressources, malgré tout, par exemple des lignes d'écoute ou vous, justement avec le chat, tout à fait. Ça vous permet de, pendant le temps que la personne n'a pas accès à cette ressource-là, vous êtes là pour faire un peu comme la transition et l'accompagnement à dire la personne, elle n'est pas tout seule et à l'accompagner. Si elle a besoin, vous êtes là pour l'aider. Oui, les associations sont beaucoup à être dotées aussi de services psy. Et voilà, de personnes qui peuvent aussi aider au sein des associations. Enfin, quand même, il y a une grosse débrouille en France sur comment aider les gens. C'est pour ça aussi que nous, on pousse le message de c'est trop beau ce qui se passe et c'est important de soutenir vraiment les associations. Donc, on passe ce message à l'État, on le passe aussi aux gens qui ont envie de faire des dons, mais c'est trop joli. Enfin, vraiment, le travail des associations, aujourd'hui, c'est incroyable. C'est des gens qui comptent pas leur temps, leurs heures, leurs ressources, qui font tout, quoi, pour aider les autres. Puis du côté, là, on rencontre quand même un défi avec la question de la pandémie, justement, là, depuis près de 2 ans. Avez-vous constaté une différence, justement, de comment est-ce que les choses se passaient avant la pandémie et depuis les 2 dernières années avec le changement qui s'est opéré, avec les personnes qui sont beaucoup plus à distance et parfois seules? Comment ça s'est traduit, vous, de votre côté, dans votre quotidien, justement, avec votre association? Eh bien, la pandémie, ça s'est traduit par une augmentation de 900% des personnes qui venaient sur le chat. Aussi parce que on a eu cette opportunité d'ouvrir beaucoup plus. On a recruté plein de gens. C'est à ce moment-là qu'on a eu notre grosse croissance. Donc effectivement, on s'est aperçu que le besoin d'utiliser les outils numériques pour évoquer des questions déjà intimes, mais aussi là des questions d'urgence, etc., c'était quelque chose de très 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 important. Donc nous, on a vu une énorme croissance de ces demandes avec la pandémie. On a constaté qu'un contexte qui est donc international et qui est difficile, ça impacte vraiment les gens. Que ça aussi, parfois, ça tire des liens de solidarité qui sont chouettes.
Nous, on a vu que, par exemple, pendant le tout premier confinement où vraiment tout le monde était à la maison, il y a eu moins de femmes tuées par leur conjoint. Okay. Aussi parce que, il y avait moins d'espace pour, pour le faire. On voit qu'il y a eu aussi plus de solidarité à ce moment-là. Bon, maintenant, ça s'est un peu dilué. Avec les 2 ans. Mais en tout cas, nous, ça nous a vraiment prouvé la nécessité d'avoir des ressources qui se complètent. Parce que nous, on n'est pas non plus du tout du genre à penser qu'il y a uniquement le numérique qui compte, et on pense que c'est très important qu'il y ait aussi du IRL, contact humain. Oui, voilà, exactement, du contact humain en face à face, et que c'est important en fait de valoriser tous ces liens sociaux, qu'ils soient par le numérique ou en face-to-face. On trouve que c'est très 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 important, et on pense que c'est quelque chose à adresser en globalité. Puis en tant que tel, vos ressources, est-ce qu'elles sont disponibles autant de jour que de nuit, de soir? Comment est-ce que ça se traduit de votre côté, de ce côté-là? Le chat aujourd'hui, il est ouvert de 10h à 21h, du lundi au samedi. Okay. Donc c'est quand même des assez grosses plages horaires. Au début, on avait, pendant la pandémie, le début de la pandémie, on avait réussi à ouvrir aussi le dimanche. Okay. Mais aujourd'hui, on a dû arrêter parce que c'est trop cher. Okay. En France, on paye plus les gens le dimanche. Il y a un coût supplémentaire de travailler le week-end qui est très très bien et tout à fait normal, mais du coup ça demande à l'association d'être encore plus grande et encore plus de ressources, donc on fait aussi ce qu'on peut faire, donc petit à petit. Donc on travaille là à l'ouvrir plus. Notamment parce que on a normalement, donc quand le chat est fermé, on ne peut pas nous écrire, parce que l'idée c'est justement que les personnes puissent avoir des réponses. Là on a créé un système de tickets où les gens justement sont prévenus que le chat est fermé, mais que si ils et elles veulent peuvent nous laisser un message. Donc on a fait ça pour évaluer est-ce qu'il y a de la demande par exemple la nuit, et il y en a. Donc on a constaté là depuis un mois et demi qu'on a ouvert ce dispositif, qu'il y a des gens qui nous écrivent à 2h du matin, il y a des gens, voilà. Donc on est en train de réfléchir aussi à pouvoir ouvrir plus, et on espère que ça sera quelque chose de possible dans les prochains mois, voire prochaines années. Croise les doigts de votre côté pour que ça fonctionne. Oui. Puis je suis un petit peu curieuse, et tout à l'heure tu parlais, tu disais le Québec est mieux que la France. Oui. De ce côté-là, est-ce que vous avez un petit peu, parce que j'avais entendu comme information comme quoi que la France était jusqu'à 20 ans en arrière par rapport à ce qui se passe au Québec, justement, du côté des violences conjugales. Est-ce que tu sais un petit peu de quelle façon ça se traduit de votre côté? Qu'est-ce que vous pouvez constater, par exemple, la différence? Je sais pas si t'es en mesure de répondre un peu. Ou... Je peux te donner mon avis très personnel de ce que j'observe. Voilà, c'est que nous, on a l'impression, en France, en tout cas les féministes, on a l'impression que au Québec, il y a quelque chose de beaucoup plus compris, évolué, intégré. Ne serait-ce que même dans les départements universitaires. En France, il y a très peu encore de masters, de cursus qui sont dédiés au genre. Ça se développe, mais on voit qu'il y en a très peu. Et il y a aussi tout ce truc des rapports interpersonnels où, par exemple, moi j'ai plein de copains garçons qui sont allés au Québec et qui reviennent complètement paniqués parce que des filles les ont dragués. Et en fait, il y a un peu cette impression que, et nous on est là, ils sont là, j'avais l'impression d'être un bout de viande, et on est là, nous c'est tout le temps comme ça. Donc ça crée une espèce d'élément d'empathie qui est très amusant. Parce que ça permet de jouer le double standard, et en fait, nous on a un peu l'impression en tout cas moi et mon cercle, d'une société beaucoup plus avancée sur la question des droits des femmes, même si on voit aussi au niveau du contexte politique qu'il y a plein de problèmes avec le racisme, avec la question des populations natives. Enfin voilà, on sait ça, on le voit. Mais on a quand même l'impression que même que Trudeau il est mieux que Macron. Enfin, on a quand même un petit peu cette impression-là. Voilà. Bon, mais c'est intéressant que des personnes que tu connais, des Français qui sont revenus et qu'ils ont été un peu comme troublés par le fait qu'ils se faisaient draguer par des femmes. Et les femmes se sentaient beaucoup mieux au Québec. Wow. C'est spécial. Mais c'est vrai qu'au Québec, c'est pas nécessairement l'homme qui va draguer, mais la femme va avoir beaucoup le réflexe d'aller draguer. Si elle a un intérêt pour quelqu'un, elle va le signifier. Mais je savais pas que c'était une différence assez... en France, j'ai l'impression qu'il y a encore des résistances sur cet aspect-là. Et c'est comme les garçons aussi qui vont, en France justement, qui vont aller dans des endroits où par exemple il y a des gays et qui vont dire « Oh là là, il y a un garçon qui m'a grave regardé ». Oui, enfin, il y a un peu cette idée-là les garçons commencent un petit peu à comprendre que parfois, quand on est une population minorisée, c'est compliqué de vivre en France. Donc il y a un peu ça qui s'ouvre aussi comme parole, je trouve aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut suivre
même sans savoir, moi je suis jamais allée au Québec, mais je suis plein de comptes québécois par exemple sur les réseaux sociaux, des personnes qui viennent de tous les pays du monde, et on a aussi accès à ces ressources, donc c'est aussi chouette, et j'ai l'impression que ça nous permet aussi de tous progresser ensemble. Mais en tous les cas, ouais, c'est un peu cette vision que nous on a. Est-ce que ça arrive souvent justement que vous contactez des ressources en dehors de la France pour vous aider, vous permettre d'avoir un soutien supplémentaire? Parce que j'imagine que vous avez des questions, comme tu me disais tout à l'heure, de plein de pays différents, de la francophonie. J'imagine que ça vous arrive souvent d'entrer en contact avec des organismes de d'autres endroits, justement. Oui, c'est vrai que c'est plus difficile pour nous, par exemple, si on a, je sais pas, mettons une victime belge. En fait, on sait pas exactement comment c'est la loi concernant les violences conjugales, je sais pas, même des subtilités comme par exemple la garde d'enfants, le divorce, l'abandon du domicile, etc. Donc on est obligé d'aller un peu se renseigner presque parfois sur le tas. Bon, la Belgique maintenant commence à maîtriser parce qu'on en a plein, mais par exemple, je sais pas, le Québec par exemple, là comme ça de tête, je saurais pas te dire quelles sont les subtilités de vos lois concernant les violences conjugales. Donc à chaque fois, il faut qu'on trouve des ressources assez rapidement. Et c'est vrai que c'est aussi un travail d'aller trouver des personnes de confiance, mais qui sont aussi disponibles pour nous aider, parce que mine de rien, les gens à qui on va demander qu'est-ce qu'on fait, on les paye pas. Enfin, comment ça se passe aussi d'avoir accès à ces connaissances. C'est des questions qu'on se pose un petit peu tout le temps. Et effectivement, voilà, quand c'est des pays avec lesquels on interagit souvent, avec lesquels c'est pas compliqué, ça va, mais je sais pas, une fois on avait une personne qui était en Jordanie, j'en sais rien. Enfin, il y a des gens vraiment du monde entier, quoi. Donc, des fois, c'est... Oui, c'est ça. Des fois, tu dis, OK, attends, ce pays, il est où dans le monde? Quelle heure il est pour cette personne? Exactement. Ça nous arrive avec l'outre-mer aussi. Hein. Oui, hein? Ah, t'es en Nouvelle-Calédonie, il est 1h du matin, ah, pardon. Enfin... Mais en même temps, c'est ce qui peut devenir intéressant, le fait qu'ils sont sur un fuseau horaire différent, ils ont accès à quelqu'un parce que, complètement, mine de rien, les violences conjugales, il y a quand même des éléments qui sont communs dans tous les pays. Ah oui, tout à fait. Sont communs dans tous les pays, donc déjà là, ça amène quelque chose de plus. Puis oui, ce que je me demandais de votre côté, parce que je sais que dans certains cas, il va y avoir comme un peu plus une valorisation à dire, de porter plainte, d'aller... De quelle façon, vous, est-ce que vous abordez la question? Parce qu'il y a plusieurs personnes... Bon, on sait aujourd'hui, d'aller porter plainte veut pas nécessairement dire que la situation va se régler tout de suite ou que ça va réellement régler la situation de danger. Parce que un des éléments, j'imagine c'est la même chose en France, le moment de la séparation est le moment où la personne est la plus vulnérable et la plus en danger. Donc, c'est ce qui fait que plusieurs personnes vont pas nécessairement vouloir aller vers les démarches plus judiciaires, les judiciariser leur situation. De quelle façon est-ce que vous gérez ça justement de votre côté quand vous recevez quelqu'un qui se pose peut-être la question à savoir est-ce qu'on porte plainte, est-ce que non? Comment est-ce que ça se passe de votre côté par rapport à ça? Oui, tout à fait. Nous, on reconnaît qu'il y a un intérêt militant sur la plainte, c'est que ça permet de compter. OK. Il y a quand même un truc comme ça. Aujourd'hui, en France, c'est hyper dur d'avoir des chiffres sur les violences conjugales parce que les chiffres qui existent, il y a eu une grande enquête super bien faite qui date de l'an 2000. Ouf, ouais. Voilà. Il y a eu une tentative d'enquête qui a commencé, etc., qui est super, et j'espère qu'elle va être terminée en 2016 et qui a un petit peu des nouveaux chiffres, mais entre-temps, il y a 15 ans sans quasiment rien. Après, il y a les associations comme nous qui essayent de produire des chiffres avec ce qu'on a, mais c'est pas forcément le tableau de toute la France. Et après, il y a les chiffres de la prévention de la délinquance, qui sont les chiffres de la police et qui se fondent sur les plaintes. Mais ces chiffres sont hyper petits par rapport à la réalité des violences, parce qu'il faut aller porter plainte. Donc, on reconnaît ça et on comprend un peu ce côté, il faut aller porter plainte, parce qu'on sait que quelque part, il y a un côté où ça sert la cause. Pour autant, quand on est dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes de violences conjugales, on sait que c'est pas forcément quelque chose qui va être un outil thérapeutique adapté. On sait que c'est pas forcément quelque chose, une réponse toute simple à faire tout de suite. On sait aussi que ça peut être très lourd psychologiquement et que parfois, voilà, peut-être que ça peut aider de commencer par cette porte d'entrée, mais parfois on a peut-être envie de commencer par aller souffler un coup, aller mieux boire un café, voilà, aller chez le médecin, régler d'autres choses, régler le logement, régler les enfants. Enfin, parfois on a besoin d'autres choses. Surtout nous qui avons quand même un public de gens jeunes, souvent dans des relations qui sont parfois informelles. Le côté de la plainte se pose quelque part, on va dire encore moins. On a moins tendance à porter plainte avec son petit ami de lycée que contre le père qui essaie de nous retirer la garde des enfants à 45 ans, quoi. Donc nous, on pousse personne, strictement personne, à porter plainte dans le cadre de notre accompagnement. C'est quelque chose qu'on propose quand on voit qu'il y a besoin, quand on voit qu'il y a une situation de danger. On essaie d'être aussi pédagogue, d'expliquer comment ça va se passer, de rassurer les gens.
Il y a quelques temps, la police nationale a créé un chat aussi. Donc nous, on les a formés aussi à pouvoir savoir un peu comment répondre. Et c'est une équipe avec laquelle on essaye aussi d'avoir des liens et de resserrer ces liens justement pour être sûr que de passage à l'écrit à leur passage à l'écrit, ça va aussi bien se passer. Donc voilà, nous on essaye d'avancer en fait avec pragmatisme comme ça pour garantir la mise en sécurité quand il y a besoin, mais aussi pour que les personnes elles se sentent pas non plus dans l'injonction et qu'elles finissent pas par parler à personne parce que la seule réponse qu'on leur apporte depuis le début c'est va porter plainte sinon t'es pas valide quoi. Non, voilà, donc c'est on essaie de faire plutôt comme ça. Puis est-ce que ça arrive souvent que justement c'est des relations qui se fait pas très longtemps, qui sont souvent, c'est ça, on va dire c'est pas des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Mais là tu me parlais de la question plus informelle, donc j'imagine que ça peut arriver assez rapidement. Oui, bien sûr. Souvent vous en entendez parler avec les jeunes, les relations de couple des plus jeunes, que c'est rapidement dans une relation ça peut s'installer. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Il y a un petit peu toutes les configurations et en vrai il est tout à fait possible de vivre des violences depuis le début, même si ça prend souvent un moment à s'installer dans le sens où il va y avoir toujours une phase de séduction et une phase qui est bien, parce que s'il y a pas ça, il y a pas de violence, personne n'accepte de se mettre en couple avec quelqu'un qui lui colle des baffes tout le temps, enfin c'est sûr. Donc il y a toujours cette phase peut être très courte et nous on constate que dans des couples qui vont être jeunes et qui vont être moins formels dans le sens où voilà, on n'habite pas forcément encore ensemble, on n'a pas forcément défini la relation, enfin voilà, des choses comme ça, il y a aussi des mécanismes de violence qui se créent et quel que soit l'âge, nous on a des victimes de violence qui ont 12 ans, 14 ans. C'est jeune. Donc c'est très jeune, ouais. C'est très très jeune. C'est ouf, je m'attendais pas à savoir cette information-là. 12 ans, 14 ans, c'est habituellement à cet âge-là, tu commences à comprendre, à découvrir c'est quoi tenir la main de quelqu'un, d'avoir une proximité, donc c'est assez, avec des mecs qui prostituent leur meuf et tout, hein. Mais oui, bien sûr, et très tôt comme ça. Donc on constate que ça n'attend pas le moment de la conjugalité. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est dans la représentation qu'on a aujourd'hui des victimes de violences conjugales. On constate que les jeunes femmes ne se sentent, je vais dire femmes, mais en vrai, encore plus pour les minorités de genre, les femmes ne se sentent pas forcément concernées par la question des violences conjugales, justement parce que si tu vas sur Google et que tu tapes campagne violence conjugale France, tu vas avoir que des femmes qui ont des bleus, des femmes qui ont des robes de mariée, parfois qui sont dans des cercueils. Voilà, il y a des campagnes un peu choc comme ça pour montrer au grand public la réalité des violences conjugales. Mais du coup, moi je trouve que c'est très bien ces campagnes pour sensibiliser un grand public qui sait rien du tout. Mais ça fait que des jeunes ne vont pas du tout se sentir concernés par cette problématique si c'est la seule chose qu'elles absorbent. Donc, ou alors il y a ces représentations, tu sais, avec des fois des graphistes un peu nuls, enfin tu sais, qui sont des jeunes un peu genre des filles prostrées avec des Converse aux pieds parce que ça fait jeune, tu vois. Oui. Il y a un peu ces iconos un peu datés où tu te dis t'as trouvé ton graphiste dans les années 2000, enfin il y a un peu des trucs comme ça, et du coup qui fait que c'est pas très proche non plus de leur réalité quand il y a une image trop d'adulte calquée sur ce que vivent les jeunes. Il y a un peu ce problème. Donc nous on trouve que c'est important de faire évoluer ces représentations parce que il y a pas un jour sans qu'une personne sur le chat nous dise je pense pas que j'ai le droit d'être là parce que je suis pas une femme battue. Nous on essaie d'insister sur le fait que des violences psychologiques c'est aussi des violences, c'est surtout des violences verbales, des violences sexuelles. C'est très important, il faut aussi qu'on en parle. Puis en tant que tel, est-ce qu'il y a justement des ressources, parce que tu parlais aussi plutôt quand on discutait, tu mentionnais la question de si quelqu'un de relocalisation pour changer de logement, d'endroit, est-ce que justement il y a des maisons qui reçoivent les femmes dont leur vie est en danger à ce moment-là, de pouvoir les héberger? Est-ce que c'est des ressources qui existent, ça, ici en France? Tout à fait. Nous, justement, les associations qui font ça, c'est surtout les associations du réseau Fédération Nationale Solidarité Femmes, dont je parlais au début, qui sont capables de faire vraiment toutes les étapes, la mise en sécurité. Donc, la dame qui arrive à l'association et qui tout de suite peut être prise en charge, peut rester quelque part, laver son linge, prendre son café, s'occuper de ses enfants, etc. Et ensuite, il va y avoir plusieurs configurations d'hébergement. Soit ça va être dans des centres, je sais pas, comme des immeubles avec des appartements qui sont
qui sont un peu jolis, un peu faits pour que les personnes puissent rester quelques mois, se reconstruire jusqu'à ce qu'elles soient accompagnées vers un logement autonome. Et parfois, ça va être en appartement, on dit éclaté, c'est-à-dire un appartement par-ci par-là dans une ville qui sont pas ensemble et qui vont aussi garantir la sécurité des victimes parce que les adresses sont pas données, sont données à personne. Et du coup, ça leur permet d'être un petit peu cachées dans un appartement qui appartient à une association et donc du coup, elles ont pas à payer ou alors payer vraiment pas cher pour pouvoir avoir accès à l'hébergement. Ça, c'est vraiment la Fédération nationale Solidarité Femmes qui est très très calée là-dessus. OK. J'espère. Je pense que ça fait pas mal le tour de mes questions. Oui, vraiment. Je suis vraiment super contente de l'entrevue aujourd'hui, d'avoir pu discuter avec toi, d'en savoir davantage. Puis ça me permet vraiment d'en savoir un petit peu plus sur la situation ici, de voir à quel point il y a plusieurs points qui sont très semblables. Et de voir à quel point votre service, il est hyper important. Puis il y a donc moi, de ce que j'entends, c'est que ça a une grande différence. Puis ça permet d'aller démocratiser davantage, justement, mieux comprendre. Oui, c'est le but. À la lumière de mon entrevue avec Louise, force était de constater que dans certains cas, les pays ont avantage à prendre exemple sur d'autres. Par exemple, l'outil de chat comme ressource qui existe en France depuis environ 6 ans versus le Québec depuis environ 2 ans. Après mes 2 entrevues faites en France, j'étais prête à rentrer au Québec. Il me restait une catégorie de personnes à interroger qui était selon moi important. Les organismes pour hommes avec des problématiques de comportement violent. Ça tombait bien, j'avais justement une rencontre de prévue peu de temps après mon retour avec l'organisme Violence, basé à Valleyfield. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour discuter de la réalité des organismes pour hommes. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado En quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.